C'est la 20e émission, ça. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour certainement l'une des dernières émissions de l'année, en tout cas la dernière de la saison régulière. Et on va clôturer en fanfare cette saison D1 de futsal. On va tout de suite voir le sommaire qui n'a pas changé avec le débrief de cette dernière journée qui a été totalement folle. Les temps forts du week-end, l'interview avec notre invité. On fera aussi un focus sur les playoffs qui sont à venir. Et puis certainement une petite interview de fin. On verra tout ça. En tout cas, on va être ensemble pendant environ 45 minutes, 1 heure pour parler justement de cette dernière journée de D1 de futsal avec un invité de marque qui va arriver, qui est devant vos écrans, qui est déjà là, qui est tout prêt et qui a mis sa plus belle chemise. Salut Jawad, comment ça va ? Bonsoir Steven, ça va très bien, merci et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est vrai qu'on avait ouvert aussi à certains coachs sur cette fin de saison. Et puis, Kingersheim a un petit peu écrit l'histoire, on va évidemment le revoir. Mais c'était intéressant de t'avoir et puis de pouvoir échanger ensemble. Très bien, merci pour l'invitation. Allez, je te propose tout de suite de voir les résultats donc, de cette journée. C'était une journée évidemment très importante. Il y avait des enjeux quasiment partout. Laval qui l'a emporté face à Mouveau et qui termine donc premier. Kingersheim face à Toulon. On va évidemment beaucoup en parler dans cette émission. Le Sporting face à Béthune, une victoire 5-2 à domicile. Nantes qui, dans les dernières minutes, a battu le KB. Et enfin, l'UJS Toulouse qui s'est offert une victoire de prestige. On va tout de suite, justement, entrer dans le vif du sujet avec tous les résumés. Et on va pouvoir échanger ensemble, Jawad, parce qu'il n'y a pas eu de match top. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, d'abord, avec la victoire de Laval. C'était Mouveau qui avait d'abord marqué. Et puis, Laval qui a un petit peu déroulé. L'équipe de Mouveau qui était un petit peu aussi très endeuillée et avec un effectif un peu réduit. Et ça a offert donc une belle pluie de buts. Jawad, c'est évidemment deux équipes que tu as rencontrées. On voit évidemment cet espace Mayenne. Est-ce que pour toi, Laval fait office de favori pour la suite de ce championnat ? Je dirais que oui. Quand on finit premier sur le classement général après ces 20 journées, on n'a qu'un objectif, c'est de finir champion après les playoffs. Et je pense que Laval a en tout cas l'étoffe pour finir à cette première place avec des joueurs de grande qualité en tout cas. Donc, je pense que oui. On a vu encore un doublé de Soel Moudine, un doublé d'El Mesra. On le verra après, évidemment, les Lavallois qui ont trusté les premières places des classements individuels. Et donc voilà, cette très belle victoire. On voit un but de Kai Kivo et ils ont déroulé tout simplement. On en parlait à chaque fois, l'espace Mayenne quand même, c'est la deuxième année. J'imagine en tant que coach et pour ton équipe aussi, c'est toujours un plaisir de jouer dans ce genre de salle. Franchement, aujourd'hui, si on souhaitait rester en D1, c'est aussi parce qu'on aime jouer dans des beaux gymnases. Et l'espace Mayenne, l'accueil du public, les 3200 spectateurs, c'est quelque chose d'impressionnant. Et on aimerait goûter à ces conditions à chaque match. Et on remercie en tout cas les supporters de Laval qui nous ont toujours accueillis avec grande classe. Ouais, on voit la réduction du score de Raphaël Sana et le tout dernier but donc d'El Mesra, un symbole. Voilà, c'est lui, le meilleur buteur de la D1, qui a marqué ce joli but. Ce joli but. En tout cas, fallait le mettre quand même. Mais voilà, 6-2 pour Laval. Encore une belle victoire donc des hommes d'André Vanderlei qui recevront au retour. On le verra à la suite. C'était quand même important. Pour eux, on passe au match d'après avec le Sporting qui recevait Béthune, les Parisiens qui devaient faire le boulot. Et voilà, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Pareil, un petit mot peut-être, Jawad, sur cette équipe du Sporting qui a connu quelques hauts et quelques bas, mais finalement qui a fait parler l'expérience et qui termine troisième. C'est une équipe, évidemment, sur laquelle il faudra compter. Effectivement, là, on voit la grande classe de Boligna. Donc, ils ont des joueurs d'expérience. Et ça va être très important là sur la course au playoff. Ils ont beau finir troisième. Donc rien n'est fini. Ils vont jouer à l'extérieur sur
cette deuxième rencontre, mais je pense qu'ils ont les capacités pour remporter grâce à cette expérience en tout cas. Ouais, justement, est-ce que le fait qu'il soit champion de France, même si l'année dernière, on s'en souvient, il n'y avait pas de play-off, est-ce que ça peut jouer aussi une équipe qui a l'habitude de gagner face à des équipes peut-être comme Laval, Nantes, Mouveau qui ont pas encore le même palmarès que le Sporting? Est-ce que ça peut faire la différence? Oui, ça peut faire la différence et ça va faire la différence. C'est un nouveau championnat qui commence pour ces 4 équipes-là. Et aujourd'hui, le Sporting Paris a plus d'expérience que Nantes ou éventuellement Mouveau. Laval a des joueurs qui ont joué à gauche, à droite, à Access ou au KB, donc qui ont eu l'expérience, ou à Garches pour Souel, qui ont eu l'expérience de gagner des titres. Donc je pense que oui, l'expérience est très importante et c'est un nouveau championnat qui commence. Ouais, voilà, on voit les buts, un doublé de Boulaïba notamment, un but d'Eder, une réalisation aussi de Conrado Sampaio, le Brésilien, et donc une victoire du Sporting. J'ai pu commenter ce match, ça a été tranquille, mais ils ont fait le travail et c'était important. Et voilà, on revoit une dernière fois le joli but là de Boligna en renard des surfaces un petit peu. Victoire donc du Sporting à domicile pour ce dernier match de la saison régulière. Allez, on passe au troisième match, c'était le match entre Nantes et le KB. Alors on s'excuse, il y a eu des petits soucis techniques sur la première mi-temps. C'est pas arrivé beaucoup sur cette saison de D1 de futsal. Voilà, on est heureusement revenu en deuxième mi-temps. Et le KB qui menait 2-0, d'ailleurs, c'était une petite surprise. Et puis encore une fois, finalement, Nantes qui l'a emporté. Pareil, cette équipe de Nantes, ça travaille bien, évidemment, avec Fabrice Gacougnol. Comment tu les vois, ce match, cette double confrontation contre le Sporting? Vraiment, ça va être, c'est indécis et ça va être deux beaux matchs. C'est clair. Après, je mise vraiment beaucoup sur l'expérience du Sporting Paris. Ça va être une confrontation qui sera très serrée face à ces deux équipes, avec des styles de jeu qui peuvent être parfois différents. Et Fabrice Gacougnol, je pense qu'il aura des choses à mettre en place sur ce match-là. Et il ne va pas se dégonfler, en fait. Je pense qu'il ne va pas se dégonfler. Ça va être un très gros match et très équilibré. Ouais, en tout cas, on félicite aussi Nantes, deuxième de cette saison avec un effectif qui a été bien remodelé, mais un beau recrutement aussi. On a vu notamment Barcelona qui a marqué ce 4e but, et puis comme un symbole, Steve Bendali aussi qui a marqué ce 3e. Donc on retrouvera le KB l'année prochaine et Nantes en play-off. On passe au 4e match de cette journée. Ça a été un match avec beaucoup de buts. L'UJS Toulouse contre Paris-Acaza, c'était peut-être l'un des seuls matchs où il n'y avait pas trop d'enjeux. Mais on connaît l'esprit de compétition de ces deux équipes. L'UJS Toulouse qui a battu Paris-Acaza. Paris-Acaza, un petit mot peut-être, ils ne sont pas passés loin. Vous les avez joués aussi évidemment, avec notamment une grosse saison de Mamadou Touré. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette saison des hommes de Marcello Serpa? Paris-Acaza, c'est l'une des équipes qui nous a posé le plus de problèmes sur cette deuxième partie de saison en tout cas, avec une force athlétique qu'ont ces joueurs. Et c'est très difficile de jouer face au Paris-Acaza, et Touré est un grand joueur et il l'a prouvé encore une fois sur le dernier match où il a mis un triplé, il me semble. Ouais. Et l'UJS Toulouse est en roue libre et puis il voulait finir le spectacle un petit peu chez lui dans la salle. Et franchement, ces deux équipes qu'on aura le plaisir de rencontrer la saison prochaine. Et félicitations en tout cas aux deux coachs des équipes. Ouais, Ils en font tout cas. un bon boulot dans leurs clubs respectifs. Ouais, c'est clair, Marcello Serpa, on en parlait, Pépé Narvaez, donc l'UJS Toulouse qui aura battu Paris-Acaza, ce match de gala un peu. Il y avait beaucoup d'animation autour de cette journée. On a vu notamment un doublé de Mathieu Faupin, ça fait plaisir aussi après une période un peu plus compliquée. Un grand Simon Luc aussi. Voilà, c'est une équipe vraiment, l'UJS Toulouse. Ça fait 2 années où c'est un petit peu compliqué, mais on sent que si la mayonnaise prend un moment, avec l'expérience aussi que ces jeunes joueurs vont accumuler, ça pourrait faire un cocktail explosif. C'est ça, c'est qu'ils ont pas mal de joueurs qui sont là depuis 3 ans, mais qui sont jeunes. Donc je pense que là, leur expérience commence à grandir, et ça peut être que bénéfique pour les Toulousains. Et ça peut être une surprise dès la saison prochaine. Ouais, on verra évidemment, on regardera aussi le recrutement, on suivra ça, il y aura certainement beaucoup de mouvements, peut-être aussi à Kingersheim, tu pourras nous en parler, mais on voit aussi Mamadou Touré évidemment, qu'on félicite, lui qui termine 2e meilleur buteur de la D1, on le verra après,
très très grosse saison de Mamadou Touré, qui nous avait dit dans l'émission de début de saison cette année, je vais essayer de marquer beaucoup de buts, d'aller titiller les buteurs. On s'y attendait peut-être pas, mais voilà, il a fait une grosse saison et là on revoit le superbe but de Simon Luc aussi. Allez, le dernier match, il était évidemment très important pour toi, pour tout un club, toute une ville, aussi pour Marcouville évidemment, on en reparlera. Ce match, voilà, comment vous l'avez préparé un petit peu là, ce Kingersheim-Toulon, ça a été d'ailleurs un petit peu compliqué parce qu'il y a cette ouverture du score là, direct au bout de 2 minutes. Ben voilà, à ce moment-là, c'est que le doute peut s'installer. On prend un but au bout de 2 minutes. Nido qui nous a directement fait mal. On se dit, aïe, on commence mal, il faut mettre 2 buts. 2 buts maintenant. Et au fil du temps, on a pris confiance avec ce magnifique but de Raúl Villaverde, d'une Madjer. Donc on s'est dit à ce moment-là, voilà, il faut qu'on le fasse. Et la préparation en elle-même, elle s'est faite depuis quelques temps maintenant, depuis début avril, où on avait joué Nantes, ensuite on a enchaîné Clabé et à Béthune. Donc voilà, c'était plus du travail mental sur lequel il fallait accentuer que sur le travail technico-tactique. Et je pense que ça a réussi. Ça a réussi et voilà, les joueurs ont direct été sur le même objectif. Et je pense qu'il y a une force qui s'est développée au fil des rencontres. Ouais, Et, c'est intéressant que tu nous parles de mental. Comment justement on fait pour... c'est quoi? Il y a une préparation avec les joueurs, il y a des entretiens individuels, collectifs. Comment vous avez géré un peu tout ça? en fait, au niveau mental, c'est qu'on a fait une vidéo. On a fait une vidéo à la Duprat. Donc, quand il a réussi à maintenir le TFC à l'époque, on a fait le même principe où on peut la trouver sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui. C'est qu'on a réussi à voir les vidéos des parents, des enfants, de nos joueurs, des amis. Et je pense que chacun avait un message à apporter à son membre de famille, à ce joueur. Et on a fait en sorte de pouvoir un petit peu la mettre en lumière, cette vidéo, à leur partager sans qu'ils ne soient au courant. Et c'est clair que voilà, on a fait un très bon boulot pour rechercher les familles. Et c'est quelque chose qui a ému tous nos joueurs. Sincèrement, tout le monde a lâché sa larme. Et c'est ce qui a pu mettre en adéquation ces joueurs et de pouvoir se dire qu'on doit aller sur le même objectif. Et l'objectif, c'était le maintien. Maintien pour qui? C'était la question. Ah ben, c'était le maintien pour son coéquipier, c'était le maintien pour son enfant, pour son frère, pour sa sœur, son père, sa mère. Et je pense qu'on a réussi à pouvoir développer cette force grâce à cette vidéo-là qui a fait le reste. On s'en souviendra en tout cas toute notre vie. C'est Ouais, le principe. on peut relancer la vidéo du match, voilà, on garde les images en fond. Oui, je l'ai vu la vidéo, alors j'ai pas tout compris, je crois que c'est les parents de Krivitsky, il n'y avait pas de sous-titres, mais en tout cas il y a des très belles images et c'est vrai que je vous invite à aller voir tout ça. On a vu là un petit peu, on va revoir une dernière fois les actions, il y a eu cette ouverture du score. Je sais qu'il y a eu pas mal d'actions ratées aussi à un moment donné où vous auriez pu vous mettre à l'abri avant la mi-temps, ça n'a pas été fait. Il y a ensuite Toulon qui revient à 4-3. Voilà, comment ça se passe là un peu, le discours à la mi-temps? J'imagine que c'est pas facile là. En fait, on gagnait 3-1 et je pense qu'on aurait pu encore accentuer le score 4 ou 5-1 avant la mi-temps. Ça nous aurait facilité la tâche en deuxième mi-temps. On savait qu'ils allaient mettre un power play, on ne savait pas quand. Voilà, Toulon a joué le jeu. Ils étaient venus ici pour gagner, voilà, et il fallait leur montrer qu'on était présent, qu'on n'allait pas se laisser abattre. Et c'est clair que on prend le but avant la mi-temps, ça peut se poser des questions. À la mi-temps, il fallait se dire qu'un mot, c'était pouvoir être serein, se calmer, continuer à travailler et conclure ses actions offensives. On marque le 4-2. Après, il y a un doute qui s'installe où on prend le 4-3 et après, voilà, sur le power play. Nito nous fait mal à 13 secondes de la fin. Et dans les têtes, en fait, c'était soit on abandonne, soit on laisse tomber et on joue ces 13 dernières secondes sans y croire. Mais dans cette équipe-là, dans ce club-là, il y a un état d'âme qui fait qu'on était dans l'obligation de se battre jusqu'au buzzer. Sinon, ce n'était pas la peine. Il ne faut pas s'avouer vaincu. On l'a ressenti sur toute la saison. Et on s'est dit que pourquoi les autres, ils arrivent à marquer des buts dans les dernières secondes et pourquoi pas nous?
Et je pense qu'on l'a prouvé, qu'on était capable de faire de belles choses. Et là, en fait, voilà, c'est une famille qui s'est retrouvée voilà, face à son destin. Mais de toute façon, hein, tout était écrit, hein. On pouvait faire le match 15 000 fois, on aurait eu le même scénario. Ouais, on va reparler Tout était- évidemment sur toute cette dernière minute de folie là. Tiens, on va juste revoir et peut-être un peu commenter les buts. Ça, c'est le but de Marouane Abarki qui est Marwan revenu Abarki. au club hein, aussi. Ça compte. On sait que ça a été une saison compliquée. Pareil, on va en parler après. Le doublé de Raúl Villaverde. Voilà, il y a eu plein de choses durant cette saison. Ça n'a pas été évident. Est-ce que sur ce match là, t'as peut-être l'impression qu'il y a eu, je sais pas, une force divine ou quelque chose, comme tu disais, c'était écrit. Ça veut dire quoi ça? C'était écrit, c'était. Ben, c'était écrit dans le sens où euh, tout le, toute la malchance que l'on a eue depuis ce début de saison, on s'est dit à un moment donné, il faut que ça tourne. Et ça doit tourner en notre faveur. Et c'est pas possible de finir une saison comme ça. On n'a jamais joué durant la saison avec une équipe complète, avec tous les joueurs. Et je pense qu'on n'aurait jamais été à cette place-là aujourd'hui. On n'a jamais eu toutes nos forces vives au même instant T. Et il fallait à un moment donné se dire, ben, de ne pas gagner, mais de se dire que tout est possible encore pour le maintien. Moi, personnellement, je leur ai dit, et au club, on peut vous le dire, c'est que je leur ai dit qu'en aucun cas, faut baisser les bras et qu'il faut s'inspirer, faut prendre en fait de tout ce qui se dit dans la presse. Dans la presse, on prenait le journal, Kingersheim condamné. Sur les réseaux sociaux, Kingersheim condamné. Kingersheim pratiquement en D2. Et je leur ai montré les articles, je leur ai montré ce qui se passait sur les réseaux sociaux. J'ai fait des captures d'écran pour à un moment donné leur dire, les gars, c'est là aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on montre qu'on n'est pas là pour rien. Et c'est aujourd'hui qu'on va se battre tous ensemble pour faire taire tout le monde. Et je pense qu'on a réussi voilà, à décupler nos forces. Et même si on n'a pas eu tous nos joueurs à l'instant T, on a réussi à retrouver notre gardien Manu Giovinazzo qui nous a fait du bien sur ce dernier match, qui jouait encore blessé. On a eu pas mal de personnes qui sont revenues, on le verra sur la dernière action du but. Mais voilà, ça, c'était un coup de poker, c'était écrit. Voilà, je le répète, hein, mais c'est comme on dit en arabe, c'est le mektoub. Ok, bah en tout cas voilà ces belles images, tous les résumés évidemment qui sont disponibles plus complets hein, avec toutes les actions sur Futsal Zone, vous pouvez aller voir évidemment. Tout ça, on va regarder le classement de cette journée. Voilà le classement définitif hein, avec du coup l'Étoile Lavalloise donc premier, Nantes qui termine deuxième, le Sporting troisième, Mouveau, Paris-Casa on le disait cinquième. Derrière ça avait quand même un petit fossé et puis donc Kingersheim qui finit à un point, Marcouville voilà personnellement on va quand même un petit mot pour cette équipe de Marcouville parce qu'on les a suivis toute cette saison, ils nous ont fait vibrer sur certains matchs, c'est passé pas loin contre de grosses écuries, on a découvert des joueurs comme Mounir Gagui, Skander Sishaib et plein d'autres. Voilà, on leur souhaite en tout cas vraiment des belles choses et je pense, enfin je me mets aussi un petit peu à leur place, ce scénario il a été fou pour vous, je pense que devant leur télé, ça a dû être très très dur. C'est aussi la beauté de ce sport et voilà, on leur souhaite de remonter à Marcouville et voilà donc pour le classement un petit peu officiel de ce championnat avec donc Kingersheim juste au-dessus, cette petite barre rouge. Est-ce que, on va le dire sur cette saison, c'est le plus important? J'imagine que vous auriez aimé faire mieux, mais au final le maintien est validé et c'est ça j'imagine qui compte. En étant dernier depuis le mois de janvier et en finissant à cette place de non relégable à la dernière seconde du championnat, oui, là on aurait signé des deux mains. Mais je continue à penser que si on avait une équipe qui était vraiment complète sur toute la saison, on n'aurait jamais été à cette place-là, on aurait été maintenu bien avant. Après, voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter et on espère ne pas avoir les mêmes problématiques sur la saison prochaine en tout cas. Ouais, voilà, donc pour ce classement, donc Laval, Nantes, Sporting, Mouveau qualifié en play-off, Kingersheim sauvé et malheureusement Marcouville relégué en D2. On va passer à la suite avec le classement
Des buteurs avec donc Soufiane El Mesrar qui est élu meilleur buteur avec 30 buts. On l'imaginait peut-être pas, hein, il y a encore quelques journées, il en avait mis 17 et puis voilà, il en a mis quasiment 13 en 5 ou 6 matchs. Derrière Mamadou Touré quand même qui chipe cette médaille d'argent, on va dire. Abdesamad 3e qui fait une grosse saison aussi. Et puis derrière Sampaio. Gagui, un petit mot quand même, hein, Inza Koné 6e, 16 buts. J'imagine que ça doit te faire plaisir. Il a manqué aussi quelques matchs. Est-ce que Ça fait vraiment plaisir de le voir. C'est une personne qui est bien, humainement parlant. Voilà, c'est un petit frère. Il est venu chez nous, je pense qu'on l'a fait grandir. C'était le club où il fallait qu'il vienne. Et aujourd'hui, il le prouve. Il le prouve sur la France entière. Il l'a prouvé également en sélection qu'il pouvait faire partie du groupe. C'est tout le mal que je lui souhaite par la suite. Et toute la confiance qu'il a de Raphaël Reynaud. Donc 16 buts, c'est très bien, en sachant qu'il a eu malheureusement pour lui 2 cartons rouges. Voilà, 2 cartons rouges qui l'ont pénalisé sur la saison, où il a été absent 5-6 matchs, quoi. 5-6 matchs sur 20. On fait le bilan, en fait, voilà. Le bilan, c'est qu'il est à 16 buts en 16 matchs. Et je pense qu'on entendra parler de ce jour-là encore longtemps. Et voilà, s'il garde la tête sur les épaules, hein, Inza, si tu m'entends, garde la tête sur les épaules, tu es un grand joueur, tu es quelqu'un de très bien, continue ainsi. Et voilà, sois humble comme tu l'es, et tu vas grandir encore. Et les saisons suivantes, tu vas être dans les 3 premiers, je n'en doute pas. ouais, Tu es très jeune, tu as 21 ans, très jeune. le pronostic est lancé. Si vous voulez revoir l'émission qu'on avait fait avec Inza, c'est en tout début de saison, émission 2 ou émission 3, c'est disponible aussi. Et c'est vrai que moi j'avais été un peu surpris par sa maturité à Inza Koné. Et voilà, il a fait une grosse saison, donc félicitations à lui. Derrière, Shaoui, Renatinho, Guirio, Hassen, Bendali, beaucoup d'internationaux français aussi, des grosses saisons pour eux. Félicitations à tous ces joueurs qui nous ont fait rêver aussi cette saison. Donc El Mesrar succède à Nabil Allah qui en avait marqué 29 la saison dernière. Bravo aux joueurs marocains. On passe au classement des passeurs qui n'est pas un classement officiel de la Fédé mais qui est un classement Futsal Zone. On le rappelle une dernière fois. Souel Moudine qui finit premier. Nito et Abdesamad Mohamed sont à égalité. J'ai un petit doute. Bon, Alex Magno 4e. Bakali aussi. Voilà, il y a du beau monde aussi. Boulaïba, Kaikivo. Pour la petite histoire, je crois qu'on en reparlera évidemment, mais Zouir Boumaza qui a raté 6 mois, je crois que c'est toujours lui le meilleur passeur. Donc bon, il n'est pas dans le classement. Je pense que s'il avait fait la saison entière, il y serait peut-être là, non? Je sais pas ce que tu en penses. Il serait facilement dans les 10, oui. Je pense qu'il est à 7 ou à 8. J'ai plus le chiffre, j'ai regardé ce matin, je crois que c'était ça, ouais, 7. Il en a encore fait une là ce week-end. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il aurait fini facilement dans les 4. Ok, et ben voilà, donc pour le classement des passeurs, à noter quand même Abdesamad Mohamed, deuxième meilleur passeur à égalité, troisième meilleur buteur, très très grosse saison pour lui. Et on en parlait aussi de Skander Sishaï, voilà, il y a du beau monde et on espère qu'on pourra faire ça de nouveau la saison prochaine, un classement des passeurs, on espère, on croise les doigts. Allez, on passe à la suite évidemment avec très rapidement Hérouville, ça on le savait, ils ont validé leur maintien, j'allais dire, leur montée depuis déjà quelques temps, ils ont battu ils ont gagné sur le dernier match, c'était surtout le groupe B qui était très 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 important et j'ai envie de dire, il n'y a pas eu trop de surprises. Gaulle l'a emporté et également Ajaccio, et on parlait de suspense en bas du classement D1. Dans ce groupe B aussi, ça s'est joué au goal average particulier. Peut-être un petit mot, voilà, alors sur Hérouville, mais aussi sur ce mano à mano. La Gaulle, évidemment, c'est un club très structuré. La saison de fou aussi d'Ajaccio. Tu regardes un petit peu, j'imagine, les résultats. Il y a des clubs qui t'intéressent aussi. Tous, je regarde tous les championnats nationaux. Hérouville, franchement, il le mérite. Je pense que c'est une équipe qui nous ressemble au niveau de la structure. C'est une structure familiale. On a beaucoup de similitudes. J'ai eu la chance de recevoir un message de Samir hier qui m'a écrit personnellement, qui m'a félicité par rapport à cette saison. Et je lui ai dit qu'on s'inspire de ce qui se fait à Hérouville. Et je les remercie du fond du cœur. Et c'est un très grand exemple, le club d'Hérouville. Donc je leur souhaite une très bonne saison la saison prochaine. Et puis ce sera avec plaisir qu'on puisse les rencontrer. Et concernant ce groupe B, Dole Ajaccio se sont battus sur la deuxième partie de saison. Il y avait Fassa qui n'était pas très loin, juste à la trêve.
Donc, Dole fait un bon champion, un club qui est très structuré, comme tu l'as dit. J'ai pu les rencontrer sur cette préparation d'avant-saison au mois d'août. Et franchement, c'était très, très lourd. On a joué une double confrontation. On avait gagné un match, on avait perdu un match. Et voyant cela, je me suis dit, ils vont être dans les deux premiers. On ne s'est pas trompé. Et je suis content pour eux. C'est un club qui travaille bien. Et félicitations à Nicolas. Ouais, on les salue, hein, les Rondon, les Ben Sherif, tous ces joueurs qu'on retrouvera la saison prochaine. Beterki aussi qu'on avait Avec découvert à... tu Chavano. vois- Ouais, exactement, à Chav- Chabanos. Voilà, il y a plein de très bons joueurs aussi qu'on espère voilà, découvrir la saison prochaine sur Futsal Zone. En tout cas, félicitations et félicitations quand même à Ajaccio, même si c'est un petit peu cruel. Ils ont fait une grosse saison et on leur souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Le top 3 débute rapidement en plein écran. On se retrouve tout de suite après. Tu nous diras ce que t'en penses, Jawad. D'accord, merci. Sharawi, ouais, superbe ce geste technique là avec la presque double contact de la semelle. Ouais, c'est bien joué. Ce que fait Abdesamad Mohamed, le bijou du numéro 19, l'international français. Ah, ce qu'il leur a mis, ce qu'il a mis à Varela et derrière le petit piqué. Chance de commenter les deux équipes beaucoup cette année, c'est vraiment de voir, attention avec Zouir Boumaza et derrière Raoul Villaverde le rebond de Raoul Villaverde, le doublé du numéro 20 qui est en train pour l'instant de sauver Kingersheim. Pourtant Raphaël Moraïs a fait tout ce qu'il pouvait. Lazare, la fin de frappe, Beslama, et c'est Sana qui va pouvoir frapper. Sharawi, bel arrêt d'Amiar. De nouveau Sana, il est beau celui-là, il est monstrueux. Ce but de Raphaël Sana, ça fait 5 buts à 2. Alors, on a vu voilà, les superbes buts d'Abdessan Mohamed, de Raphaël Sana. Alors, Villaverde, c'était la petite Madjer, hein, c'était pas celle-là. Voilà, petite erreur, on va rectifier tout ça. Mais voilà, la Madjer que vous retrouverez de toute façon sur les réseaux sociaux. Et le MVP de cette journée, il est là. Alors, c'est pas parce que t'es l'invité, hein, vraiment, mais à chaque fois, voilà, on regarde un petit peu qui a été important. C'est vrai qu'on aurait pu prendre Zouir Boumaza pour un petit peu le symbole, mais c'est Villaverde. Il met 2 buts, il fait 2 passes décisives. C'est ce genre de joueur qu'on a un petit peu découvert cette saison, comme Jonathan Henrique, comme peut-être Chico. Un petit mot sur ce joueur-là, Villaverde. Qu'est-ce qu'il a apporté là cette saison au club? Raoul, il a apporté une chose, c'est la grinta. Raoul, il a l'image de ce qui s'est passé sur cette dernière rencontre. C'est un gars qui baisse jamais les bras. Raoul est espagnol et il a joué dans le championnat italien la saison dernière. C'est une trouvaille de mes acolytes Momt Hamoudi et Selim Dridi. Voilà, eux, ils travaillent beaucoup sur le recrutement, je tiens à le souligner. Ils nous trouvent toujours des pépites. Et voilà. Et là, ils ont trouvé une pépite avec Raoul, avec Jonathan. C'est des joueurs avec qui on a aimé travailler cette saison, des joueurs avec notre mentalité. Raoul, voilà, il a sorti un match extraordinaire. On lui a montré son père en vidéo, il a montré son meilleur pote en vidéo. Il a lâché toutes les larmes de son corps. Il a dit, OK, j'arrive, je ne perds pas ce match. En plus de ne pas le perdre, il le gagne, il met une Madjer. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, il faut le souligner. Et j'espère que mes acolytes vont encore trouver des pépites comme ces joueurs-là. Et voilà, ils sont en contact avec, enfin, ils sont en contact avec d'autres clubs. Non, d'autres clubs les veulent, mais je le dis ouvertement, Jonathan, Raoul Villaverde, Chico, ils sont bien avec nous. Ils ont une familiale. Et voilà, ils vont continuer encore une saison de plus avec nous. Voilà, Raoul, c'est magnifique ce qu'il fait. Ouais, C'est- on voit la Badger, on voit la passe d'ess aussi sur le but de Boumaza. Et c'est vrai que ce Henrique aussi, hein, voilà, dans un environnement pas toujours facile, hein, il a souvent vraiment tenu la baraque entre guillemets. Donc ça fait partie aussi des belles pioches. On va passer à l'interview du coup de Jawad. Je te propose voilà, un petit peu de mieux te connaître, ceux qui te connaissent pas. Alors, avant d'être coach de Kingersheim, t'as été joueur, hein, on va voir une petite image. C'est quoi un petit peu ton parcours de joueur rapidement avant d'arriver là où t'es maintenant? Je ne sais pas où tu l'as trouvé cette photo-là. Donc moi, j'ai découvert le futsal il y a maintenant plus de 20 ans. Et, voilà, à l'université. J'ai fait mon équipe de futsal et personne ne connaissait cela.
Donc j'ai fait mon équipe, j'ai participé au championnat de France, j'étais joueur mais également entraîneur. J'ai participé peut-être à 3 ou 4 championnats de France universitaires. J'étais à chaque fois dans le dernier carré. Donc je me suis pris de passion pour ce sport, mais en parallèle, bon, il n'y avait pas de championnat. En parallèle, je jouais à l'extérieur où j'ai joué des années en régional, en R1 dehors, après avoir été au FC Sochaux-Montbéliard, formé là-bas. Donc voilà, je me suis pris de passion pour le futsal, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai eu la chance de partir sur la région parisienne pour les études, pour un master. Et j'ai découvert le Club United. Donc, Ah bon, on a une petite photo là justement. Là, c'est la partie un petit peu joueur et puis ensuite la partie. C'est quoi? Donc c'est staff hein, à l'époque. Tu arrives un oui, petit peu c'est dans le ça. staff. C'est quoi ton rôle un peu à l'époque? J'ai connu Hugo Sintra, entre autres, qui était le coach. Ça, c'était la Coupe de France 2016. Cette année-là, j'ai été avec eux au Final Four non pas Final Four, pardon, au Tour Elite à Madrid, en jouant contre l'Inter Movistar avec une défaite 10-2. Voilà, c'est des choses qui nous marquent. Et c'est un club que j'apprécie, hein, je le dis ouvertement. Hein. Et j'ai aussi connu juste avant, pendant quelques mois, quand j'ai été travailler dans le sud de la France, Can Boca, qui est un grand club également. Donc voilà, je pense que j'ai côtoyé deux grands clubs, Clabé et Can Boca. Et puis voilà, après je suis retourné dans ma région, j'ai créé ma section futsal. Voilà, j'ai fait les championnats régionaux où j'ai gagné des titres régionaux, donc j'en suis fier. Et ensuite, ben, j'ai intégré la famille Kindersheim en 2018, voilà. Ok. 2018, contacté pour les rejoindre et j'ai trouvé un club qui me ressemblait. Et j'ai fait le chemin avec eux. Ouais, avant de parler de Kingersheim, on voit la petite vidéo avec des collègues. Hein. Ça, tu vas nous raconter là au moment du passage de diplôme. Ouais, La petite photo arrive tout de suite. D'ailleurs, ouais. on reconnaît, bah évidemment, on reconnaît Raphaël Reynaud, mais je crois que j'ai vu Jean-Christophe Martinez, etc. Ça aussi, Oui, c'est important pour toi. On a l'impression, tout ce côté formation, apprendre, transmettre aussi, c'est des choses qui sont importantes pour toi dans ton parcours. oui, eh ben en fait, à un moment donné, faut tourner la page de joueur et faut switcher le plus rapidement possible. Et je me suis dit, ben, déjà que j'avais cette fibre de coaching étant jeune, étant, étant étudiant. Je me suis dit, pourquoi pas maintenant ben, apprendre, aller plus loin, puis se former. Franchement, j'ai eu une belle promotion, ça c'était en 2016-2017, Ouais. avec le sélectionneur de l'époque, hein, Pierre Jacquy. Il y avait Raphaël Reynaud, il y avait Pierre-Étienne Demillier, qui est aujourd'hui un collègue à moi que j'apprécie énormément. On a Clément Le Rebourg, que je vois ici sur la photo. Donc, Ah oui, c'est des bien personnes vu, ouais. on a pu échanger, j'ai pu grandir grâce à eux. Rafa qui est là, voilà, j'ai Karim, Avec Karim ouais, aussi Karim, de Toulon, Maher, ouais. JC Martinez. Donc voilà, eux, ils étaient déjà en D1. Hein. Ils étaient déjà en D1. Moi, j'apprenais en gros le métier. J'étais en régional. Et à ce moment-là, et franchement, j'ai appris de tout le monde et on apprend encore aujourd'hui de tout le monde. Et voilà, franchement, j'en suis fier de cette photo. Ouais. Ouais, on J'ai voit grandi, le j'ai petit. grandi au niveau statistique avec ces personnes-là. Ouais. Ouais, voilà, le petit clin d'œil. Donc, pour la partie Kingersheim, évidemment, donc, on va voir. Voilà, alors, j'ai envie de dire, ça, c'est peut-être la belle époque, ou en tout cas, voilà, je crois que c'est quelques temps après ton arrivée. On se souvient un petit peu, à ce moment-là, voilà, il y a un actionnaire, il y a un gros recrutement, et puis il y a le Covid, il y a des difficultés. Là, à l'époque, j'imagine, t'es le plus heureux quand on arrive à signer bah, des Batteria. Je crois qu'il y avait Boligna, il y avait plein d'autres joueurs aussi. Oui, Raconte-nous un peu cette période qui, j'imagine, a été d'abord idyllique et puis un peu plus compliqué ensuite. ouais, c'est ça. Donc, on avait une équipe qui était construite pour tout classer en D2, pour éventuellement, sans prétention aucune, bien entendu, hein. Mais quand on récupère un Batteria, Eka, je pars de Steve Caucasian qui est aujourd'hui à Toulon, Mossab Sarkini qui était à Toulon, Moha, Lakja qui était à Toulon, pardon, à Nantes. On avait une équipe, sans oublier hein, les Ozo Boumaza, Titeba, Giovinazzo, voilà, pour n'oublier pour oublier personne. On avait construit une équipe voilà, pour tout gagner.
Et le Covid est arrivé. On s'est entraîné durant une saison. On était peut-être la seule équipe en D2 à s'entraîner durant une saison, sans compétition. On a fait des matchs amicaux. On est parti jouer au Sporting qui était dans son championnat de D1. On a réussi à gagner là-bas. Franchement, on avait une grosse équipe pour éventuellement voilà, aller tout gagner. C'était l'année où on est monté du coup en D1. On nous a repêché en D1 en fin de saison. Et donc juillet, août, tout se passe bien. Donc on allait commencer la saison. Il y a eu des problèmes en interne. Hein, on n'est pas là non plus pour en discuter. Mais ça a fait qu'en début de saison, début de mois de septembre, on se retrouve avec peut-être deux trois joueurs. On n'a plus personne. Plus personne pour pouvoir évoluer en D1. Donc je suis parti dans une réunion à la Fédé. Là, je pense que si on a des coachs qui s'en souviennent, on me disait, mais comment vous allez faire? Est-ce que vous allez avoir une équipe pour jouer en D1 dans une semaine? Mais moi, je leur disais, ben, seul Dieu sait, quoi. Donc, oui, on a une équipe pour jouer et on s'est maintenu la saison dernière, au mois de mars, qui était vraiment exceptionnel. Je pense encore là aussi, c'est exceptionnel parce qu'on finit non relégable, alors depuis janvier, on est dernier. C'est que voilà, c'est sincèrement, dans ce club, il y a un état d'âme qui fait que on arrive on arrive à mettre en place des choses qui sont inimaginables. Inimaginables. On arrive à former des joueurs, on arrive à en envoyer en équipe de France, on arrive à faire des recrutements intelligents. Et ça se fait pas par hasard. C'est que voilà, il y a des mecs qui sont autour de moi, et c'est eux qu'on le mérite, qui travaillent derrière et qui font grandir ce club-là parce qu'ils l'aiment, c'est leur club. Donc je tiens à souligner, et entre autres, Mohamed Hamoudi, Selim Dridi qui est le manager général, qui fait un énorme travail, sans oublier les dirigeants. Donc voilà, rien n'est à négliger. Et les supporters qui viennent nous voir, qui nous encouragent, qui nous poussent malgré les difficultés. Donc franchement, il y a un état d'âme dans ce club-là. Ouais, on va voir une photo un peu plus récente là. Cette saison, tu le disais, ça a été une saison un peu, voilà, un peu galère, pas mal de blessés, pas mal de suspendus. C'est quoi qu'est-ce qui manque en fait à Kingersheim? On le sait, hein, ça fait 2 saisons. On se rappelle, tu disais, vous êtes sauvé l'année dernière. Moi, je me rappelle du tout premier match. Je crois que c'était à domicile contre le Sporting, où je sais plus, vous étiez 6 ou 7. Qu'est-ce qui manque encore pour peut-être passer un cap et être un petit peu plus tranquille et être voilà, plus serein en Division 1? Quel constat tu peux faire? Ben, la structuration, mais elle passe par divers aspects. Le plus important, on peut dire ce que l'on veut, hein. On a beau avoir les, euh, les réflexions les plus intelligentes au monde. Si on n'a pas de finances, une manne financière, on ne peut pas grandir comme ça en D1. Il y a un fossé entre la D2 et la D1 à tous les niveaux. Au niveau sportif, j'en parle même pas. Mais à un moment donné, si on veut récupérer des joueurs de qualité, soit on a un recrutement malin, comme on essaye de faire, ou soit on a des finances. Et les finances pourraient nous faire grandir. Et voilà, quand je vois cette photo-là avec ce gymnase de Laval, je tiens à féliciter le travail de Julien Moreau et de son équipe. Mais voilà, ils ont réussi à avoir des moyens humains, et ces moyens humains ont apporté des moyens financiers et structurels. Aujourd'hui, nous, de notre côté, on n'a pas forcément, malheureusement, on n'a pas forcément des moyens humains qui nous permettent de grandir, mais sans réflexion, on grandit, on essaie d'apporter chaque jour des idées, et c'est dans le projet de la saison prochaine. Le projet de la saison prochaine, c'est pas d'être solo ou à deux sur un banc de touche, c'est d'avoir un staff bien plus étoffé, et que les joueurs puissent se concentrer que sur l'aspect sportif. Et ça, on en est capable, mais on essaie de grandir, et c'est grâce à ces matchs comme samedi qui fait qu'on grandit petit à petit, et on ramène du monde et des sponsors avec nous. Ouais, Donc, justement, à quoi ça va ressembler un petit peu l'équipe de Kingersheim l'année prochaine? Est-ce que tu le sais déjà? Est-ce que voilà, il y a des pistes de recrutement? Tu as parlé d'Inza Koné, de Moussa Haddad aussi, on sait que c'est des joueurs qui peuvent être courtisés. Voilà, et j'imagine aussi qu'il y a peut-être des envies, peut-être de pourquoi pas de jouer dans un autre gymnase. Raconte-nous un peu, c'est quoi les projets en tout cas? En tout cas, au niveau structurel, les infrastructures, on a toujours voulu, pourquoi pas, aller jouer à l'extérieur, dans un autre gymnase.
Simplement qu'on n'a pas eu cette opportunité. On a demandé. On nous a pas suivis. Donc, autant jouer à domicile, même si la salle visuellement n'est pas terrible. En tout cas, nous, on a nos marques et c'est très difficile de venir chez nous et de gagner aussi facilement. Les clubs le disent à chaque fois qu'ils sont là devant toi en interview. Mais au-delà de ça, on a aussi des joueurs qui savent ce qu'ils doivent au club. Donc, à un moment donné, voilà, ils sont au club, ils font le travail, mais ils savent ce qu'ils doivent au club. Leur reconnaissance, quand on ramène des étrangers, quand on ramène des joueurs locaux ou des joueurs très jeunes comme Inza Koné qui est venu d'Ajaccio. Donc, on a Moussa Haddad. Moussa Haddad, c'est quelqu'un du cru, c'est quelqu'un, il a grandi, c'était le petit de nos joueurs. Donc, il sera là. Jonathan, on a encore Jonathan, Moussa, on a signé des contrats depuis bien longtemps. Ils nous suivaient même si on était en D2. Voilà, c'est vraiment des joueurs qui ne sont pas là que pour jouer en D1, qui ait une visibilité ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur un projet qui est commun et qui est sur du long terme. Donc on travaille là depuis hier, on travaille avec les collègues pour peaufiner l'effectif parce que je pense qu'on a déjà pas mal de retard sur certains clubs. Mais malgré tout, on aura des idées fraîches et des idées intéressantes pour pouvoir grandir. Ouais, ça, j'en doute pas. Je te propose, Jawad, de remater là, la dernière minute de folie, la dernière action en plein écran et ensuite on la débriefe quand même. C'est dur. Allez, loin devant. Loin devant. Espérer une folie. Loin devant. Zouir! C'est pas possible! Est-ce que c'est dedans? C'est la dernière seconde, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? La reprise de volée de Zouir Boumassa dans la lucarne! Est-ce que c'est dedans? Est-ce que c'est dedans? Mais c'est fou, c'est dedans, c'est clair, mais est-ce que c'est dans le temps imparti? Oh là là, il y a forcément... On n'a pas entendu le gong, la reprise de Zouir Boumassa à lunette, mais cette fin de match est complètement folle. Ça se joue au 10e de seconde. C'est un maintien qui est en train de se jouer au 10e de seconde, c'est validé. C'est validé par le corps arbitral. Kingersheim se sauve dans le dernier 10e de seconde. C'est la folie. Oh, que d'émotion, que c'est dur pour Marcouville maintenant. Oh là 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 là. Quelle dinguerie. Ouais, voilà, ça a été fou. Hein. Cédric Pellissier, il venait de commenter, il venait d'arbitrer la finale de Ligue des Champions, mais la décision, là, ça devait pas être facile. On va la laisser là en boucle cette dernière action parce qu'il y a plein de trucs un petit peu fous. Hein. On voit c'est Chico qui jette la balle. On pense que c'est Giovinazzo qui va rentrer. Enfin, ça se joue. C'est fou en fait ce qui se passe sur cette dernière action. Ah, franchement, c'est lunaire. Ce qui nous est arrivé, c'est lunaire. C'est inimaginable. Si tu demandes à qui que ce soit chez nous de rêver ce match, il n'aurait pas fait mieux que ce qui s'est passé en fait. C'était cruel à 13 secondes de la fin et ça devient exceptionnel, inimaginable sur le buzzer. C'est que voilà, je vais juste revenir un petit peu en arrière de ce qui s'est passé. C'est voilà, il y a 4-3, il reste, on tient bien 4-3, il reste 13 secondes. Nito est un joueur exceptionnel qui nous plante le but à ce moment-là. On se pose la question, est-ce que les mecs qui sont abattus ou pas? Mais à mon avis, sincèrement, ils ont dû penser à la vidéo qui a été diffusée, qu'ils ont vue de leur famille, de leurs parents. Que voilà, faut pas abandonner, faut jamais abandonner. Et je suis désolé, hein, je suis ému, mais faut se battre juste à la dernière seconde. Et encore, quand je dis la dernière seconde, je suis au buzzer. Parce que derrière, on essaie de mettre un power play en place. De Maillot, l'intendant ne l'a pas mis sur le banc. Je me dépêche de lui demander de l'apporter. Il l'apporte en courant. Je demande le temps qu'il apporte, je demande à Chico de rester sur le terrain de l'équipe adverse pour pas qu'on puisse faire le coup d'envoi. Je demande à Zozo Boumaza de ne pas non plus mettre le ballon sur la ligne médiane, mais plutôt d'aller sur le camp adverse. Un maillot de powerplay qu'on a préparé la veille, qui était tout neuf. L'intendant me le donne, je le donne à Chico, je déchire l'étiquette, on peut le voir sur la vidéo, je déchire l'étiquette et je jette l'étiquette.
Je lui donne son maillot tout neuf. Et là, on fait le power play en restant 13 secondes. On joue, on essaie de tenter quelque chose, ça passe pas. Ils essaient de frapper, ça marque pas. On repart du gardien. Chico regarde Giovinazzo. Giovinazzo lui dit, joue, c'est le destin. Il lance un ballon qui allait toucher le plafond. Il n'était pas loin de toucher le plafond. Raoul Villaverde, toute la semaine, il va à la musculation, donc il a assez gainé au niveau des abdos pour mettre une tête. Voilà. Et là le monument Zozo Boumaza qui met une frappe en pleine lucarne. On entend ça claque, on n'entend que ça dans le gymnase. Et il ne peut arriver que ça. Il ne peut arriver qu'un but exceptionnel à la dernière seconde d'un championnat de France pour le maintien de la part de Zozo Boumaza. Ouais, C'est un petit mot sur Zouir. On a une photo. Faut rappeler parce que c'est assez fou cette histoire. Il part à la retraite en décembre. Voilà, et pour ces raisons, hein, je sais pas si tu veux en parler, mais en tout cas, il décide de mettre sa carrière entre parenthèses. Il revient pour le dernier match. C'est fou. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que voilà, si Inza Koné n'est pas suspendu, est-ce que Zouir Boumaza joue ce match? Il ne le joue pas? Est-ce que ça a été un appel, un cri du cœur de dire attends, Zouir, t'es obligé de venir nous aider? Enfin, il s'entraînait même pas, non? Enfin, raconte-nous un peu, Non. c'est fou cette histoire. Zozo, c'est la dernière la photo là, c'est au mois de décembre. Ça doit être vers le 10 décembre quand on joue contre Béthune. Il met un doublé, il me semble. Et il s'était pas entraîné pendant encore 2 mois avant. Donc il vient, il est dans le 5 de départ, il est capitaine, il met 2 buts. Il part à la retraite. Il part à la retraite depuis décembre. Il nous suit tout le temps, il est tout le temps dans le groupe. Il met des GM, des machins. On l'a plus revu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas revu depuis décembre. Là, je parle avec mon acolyte depuis quelques années, Selim Dridi. On dit, c'est pas possible. Le dernier match, les 2 derniers matchs, il nous faut quelque chose. Il nous faut une nouvelle âme. Et Zozo Boumaza représente ce club. Donc, on s'est dit, il faut qu'on le récupère pour Béthune. Selim l'a contacté, a fait le travail. Zozo l'a dit, écoute, là, je ne peux pas, contre Béthune, je ne peux pas. Mais par contre, tu peux compter sur ma présence quand on va jouer sur le dernier match. Je serai présent. Et ça, c'était quelque chose de grand. Déjà, nous, c'était un espoir. On joue Béthune, même si Enza était pas suspendu, Zozo aurait joué. Le jeu à 2, je pense qu'il aurait fait mal. Et je peux mettre aussi Moussa Haddad dedans, hein, qui n'a pas joué les dernières rencontres, qui était assis sur le banc, ça le bouffait de rentrer. Hein. Et là, en fait, voilà, Zozo Boumaza, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un homme exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur d'une grande humilité, les superlatifs ne sont pas assez. Franchement, il faut qu'on aille à la mairie dans les prochains jours, qu'on demande à appeler le gymnase Boumaza. Je sais pas moi, le championnat, si vous voulez appeler le championnat Boumaza, il n'y a pas de problème. Mais il faut trouver On va trouver un sponsor avant peut-être. Mais franchement, Zozo Boumaza, il est d'une grande classe. Et j'ai reçu pas mal de messages, pas mal d'appels. Et on me souligne le comportement de ces grandes personnes. Et il ne pouvait pas arriver mieux que ce soit lui qui mette ce but à la dernière sur le buzzer. Et franchement, Zozo, tu dois nous regarder. Zozo, du fond du cœur, on te remercie d'être venu. Tu n'es pas Zozo, tu es Zoro. Donc bravo. Merci encore à toi. Ça, on l'a à vie, en tout cas, dans nos mémoires. Et une petite question du coup, quand on est observateur, on se dit bah est-ce que ça va pas lui donner envie de revenir la saison prochaine et de repartir pourquoi pas pour une saison, peut-être certains matchs, pas tous, je sais pas. La porte est grande ouverte. Il n'a pas joué depuis décembre. Il est venu, il a joué dans le 5 de départ. La deuxième mi-temps, il a joué pratiquement toute la deuxième mi-temps. C'est un gars exceptionnel. Donc s'il veut venir, s'il veut faire des bouts de match, s'il veut faire des jubilés tous les matchs, il n'y a aucun problème. Zozo Boumaza, t'es la bienvenue. Bon, Et il a eu la grande classe de refuser le brassard de capitaine samedi pour le laisser à Jonathan Henrique. Ouais, et ben Zouir, en tout cas, voilà, la porte t'est ouverte aussi sur Futsal Zone. On va voir la dernière photo, on va clôturer, photo un peu qui montre, voilà, j'imagine c'est cette fête, ça représente quoi là, avec un petit peu de recul, toutes ces scènes de liesse et toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux aussi, un petit mot de conclusion un petit peu pour terminer sur cette saison de fou. C'est la récompense du tout travail qu'on a accompli sur cette saison. Ce sont des joueurs exceptionnels, la mentalité elle est exceptionnelle.
Voilà, je pense que tous ces joueurs et leurs familles autour, les amis, ont mérité ce moment. Voilà, au détriment de Marcoville, hein, j'en suis navré pour eux. Mais, euh, mais voilà, ces joueurs-là le méritent. C'est très difficile de rester en D1. Chavano est resté 1 an. Hérouville est resté 2 ans, puis est redescendu. Voilà, aujourd'hui, Marcoville est resté 1 an, redescend. Nous, on a la chance de faire une troisième saison. Troisième saison. Et franchement, on sait la chance que l'on a et voilà. Elle est pas que pour ces joueurs, elle est aussi pour leurs familles, leurs enfants, les supporters et voilà, toutes les personnes qui nous entourent et les dirigeants et j'en passe. Et ben voilà, en tout cas, ces belles images. Bon, il y avait eu quelques questions aussi, on pourra pas tout faire, j'en avais aussi noté d'autres, mais voilà, le temps passe aussi. En tout cas, félicitations donc à Kingersheim, ce scénario de fou, pour avoir échangé un petit mot avec un dirigeant de Marcouville. Il disait c'est le sport, il disait de toute façon, même si Netflix avait prédit un scénario, ils n'auraient pas pu prévoir celui-là. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, j'étais à la fin du match du Sporting, je regardais sur mon téléphone, il y avait quelques curieux autour et voilà, quand il y a eu le but à 14 secondes, plus personne n'y croyait et voilà, Zouhir Boumaza est sorti. Voilà, tous les résumés sont disponibles en tout cas sur Futsal Zone et donc on retrouvera Kingersheim la saison prochaine. On va tout de suite voir le carton des prochains matchs. La D1 n'est pas totalement finie évidemment parce qu'on connaît les playoffs, ça y est, on connaît les matchs, on connaît les horaires. On commencera samedi 27 mai avec un alléchant Sporting Club de Paris contre Nantes. Ça se jouera donc à la Halle Carpentier, le petit gymnase. Et juste après, ça sera une soirée, notez-le, le 27 mai, de 18h30 à 22-23h. C'est soirée Futsal Zone, je vous préviens. Mouveau, Étoile Lavalloise ensuite aussi, ça va être un beau match en espérant que Mouveau pourra ressortir un petit peu de ses petits soucis, récupérer les blessés, les suspendus. Et donc ce sera à suivre le 27. Et puis on suivra aussi les demi-finales retour. Donc ça sera Laval cette fois qui recevra Mouveau à 16h15. Et dimanche, Nantes recevra le Sporting. On fera une dernière émission un petit peu de fin de saison où on parlera de ces demi-finales. Et puis la finale aussi qui sera disponible évidemment sur Futsal Zone. Ce sera le 17 juin. La finale qui se jouera au Palais des Sports de Caen. Et on a d'ailleurs un petit teaser très rapide là, sur les playoffs. On vous laisse regarder ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur futsalzone.tv, vous l'avez vu, on est ici en direct. Attention à Boulaïma, il arrive à se retourner, il va décaler Ayoub Sanaoui. Et le but d'Ayoub Sanaoui. Et voilà donc qui sera champion de France, qui succédera au Sporting Club de Paris, on le verra. Est-ce que Laval, Mouveau ou Nantes pourront écrire leur nom au classement pour la première fois, si je dis pas de bêtises, ou est-ce que le Sporting pourra conserver son titre? C'est ce qu'on verra, voilà. Jawad, merci en tout cas pour cette émission, pour ces échanges, toute cette émotion aussi. Voilà, peut-être un petit mot de fin, peut-être. Je te laisse conclure si tu veux faire passer un message ou autre, n'hésite pas. Merci à toi et toute ton équipe, Steven, pour tout le travail que vous faites autour du futsal. Ça met en avant notre discipline. Et je voudrais en tout cas souhaiter bonne chance aux 4 équipes des playoffs. Que la meilleure équipe gagne. Je fais aussi je souhaite en tout cas de bonnes vacances à mes autres acolytes. Et au club de Kingersheim, on va continuer, on va travailler, on va continuer à travailler ensemble. Félicitations à tous les gars, reposez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, en tout cas, ça a été une très belle saison. On le voit jusqu'au bout, ça va être disputé. Et c'est vrai que nous, on a pris aussi énormément de plaisir à suivre ce championnat. C'est pas encore fini, il reste encore quelques matchs et on va vibrer jusqu'à la fin. Et
Et ça, c'est quand même top. Donc voilà, merci en tout cas, Jawad. Merci aussi pour ton travail de l'ombre aussi hein, dans le développement du futsal. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Voilà, on n'a pas pu un peu parler de toutes tes casquettes, mais merci à toi pour l'implication aussi. On a besoin de gens comme toi pour voilà, le développement du futsal. Et on va donc se retrouver le 27 mai sur Futsal Zone, le 3 juin aussi. Et puis voilà, vive le futsal, à très vite. Et bonne soirée à toi. Merci, bonne fin de saison à tous. Allez, merci à tous. On se retrouve donc le 5 pour la dernière émission et donc le 27 mai. Soyez au rendez-vous pour les demi-finales aller des playoffs. Voilà, merci à Marie aussi qui réalisait l'émission avec moi, hein, comme souvent toute cette année quasiment. Et voilà, on est heureux. On espère qu'on pourra vous retrouver la saison prochaine. On croise les doigts. Passez une bonne soirée à tous. Ciao, ciao, à très vite. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.